Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Checkpoint proposée par A-News Expérience Client. Dans ce nouveau format, nous partons à la rencontre de professionnels qui ont contribué à la valorisation des métiers de la relation et de l'expérience client dans les murs de l'entreprise, mais aussi en dehors. Alors pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Chamoutot, directeur général de l'INRC, Institut national de la relation client. Bonjour Thierry. Salut Daniel. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau et de partager ce moment avec nous. Alors pour commencer, aller vite dans le vif du sujet, Thierry, aujourd'hui, en quoi consistent vos actions à l'INRC ? Alors déjà, première chose, mon cher Daniel, étant un ancien de Canal+, j'ai la singularité de tutoyer tout le monde et tu ne feras donc pas exception à cette règle, donc je te dirai tu. Voilà, je voulais que ce soit clair. L'action de l'INRC, ça veut dire Institut national de la relation client. C'est un institut qui a pour vocation principale d'assurer la promotion et le développement de la relation client en France et en Europe. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on édite des livres blancs qui nous permettent de réfléchir sur le rôle et la place de l'humain dans la relation client à l'horizon 2025. C'est s'interroger sur la vitesse avec laquelle on implante de l'intelligence artificielle ou qu'on digitalise des processus en ayant toujours le souci de bien respecter l'humain. C'est la volonté de faire participer l'ensemble des grands groupes qui constituent le tissu industriel ou de services français. Je voulais noter La Poste, je voulais noter Engie, Orange et d'autres grands groupes qui s'interrogent sur la vitesse avec laquelle la relation client doit prendre de l'importance, mais surtout comment est-ce que l'humain, à l'intérieur de ça, se met dans cette perspective. Notre conviction à l'INRC, elle a toujours été la même, elle est toujours la même, elle restera toujours la même. En toute décision, en toute chose, il faut toujours choisir l'humain. Donc notre combat est un combat pour l'humain, c'est un combat qui ne rejette absolument pas l'entrée des nouvelles technologies. Simplement, nous pensons qu'entre l'intelligence artificielle qui apporte une valeur ajoutée certaine par l'exécution de processus complexes de façon rapide et maîtrisée, l'humain apporte une chose que jamais aucune machine ne pourra apporter, c'est la chaleur ajoutée, sa capacité à sentir, à ressentir, à exprimer des émotions, à sortir de ce débat d'une technique brute, froide et répétitive pour introduire ce que nous sommes tous, des êtres humains, avec un corps et avec une âme et avec un sentiment et avec des émotions. Voilà. Très bien. Depuis combien de temps, Thierry, baignes-tu dans l'expérience client ? Alors, en fait, si on prend un compteur, ça fait à peu près 20 ans. J'ai dirigé les services clients du groupe Canal+ pendant 8 ans. Mais je suis toujours resté dans la relation client. J'ai toujours été dans la relation client. On est toujours les clients de quelqu'un. Donc, j'ai toujours été dans la relation client. Je pars d'un double principe. Le premier principe, qu'est-ce qu'un client ? C'est celui qui fait la feuille de paye. C'est celui qui fait la feuille de paye, du président jusqu'au dernier niveau de l'entreprise. Donc c'est important de penser, de réfléchir, de vivre client. Et puis la deuxième chose, qu'est-ce que c'est qu'un client ? C'est quelqu'un qui vote, à cette époque où peu de personnes se rendent encore aux urnes, et c'est bien dommage pour exprimer démocratiquement leur envie d'un choix politique. Un client, c'est quelqu'un qui vote tous les jours, favorable ou défavorable, pour une marque. Donc c'est important de considérer que le client, c'est celui qui est l'avenir, le devenir des entreprises. Alors, quel est ton parcours professionnel et comment as-tu débuté ta carrière ? Alors, j'ai un parcours assez atypique parce que varié. J'ai commencé à enseigner l'économétrie, la recherche mathématique en économie, avec un peu de recul et de distance. Aujourd'hui, je mets un d'apostrophe devant, de la déconométrie, parce que si les économistes avaient raison, on ne serait pas dans les problèmes dans lesquels on est, arbitrer entre plus d'inflation, moins de taux d'intérêt, plus de croissance, moins de croissance, etc. Et avec un peu de recul et de distance, après quelques années d'études d'économie, je reste aujourd'hui un keynésien plein de cicatrices. Néanmoins, je reste un keynésien. J'ai enseigné ensuite, après avoir obtenu un doctorat d'économétrie, l'économie politique, l'économétrie à l'Université de Paris 2. Et puis ensuite, j'ai eu envie, plutôt que de penser les idées du monde, d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans le monde. Et je suis rentré à Vittel, où j'ai fini directeur général. Et puis Vittel a été racheté par un groupe international alimentaire. Et il se passe ce qui se passe toujours dans ce genre de cas. On coupe la première tête. Malheureusement, c'était la mienne.
Alors je dis malheureusement, mais aujourd'hui je dis heureusement, parce que si ça n'avait pas été le cas, je serais toujours à Vittel, on terrait peut-être au cimetière de Vittel après-demain. Et donc je me suis dit, voilà, tu as 40 ans, c'est le moment de réveiller tes rêves, de cultiver tes envies, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je me suis dit, il y a un secteur qui est en train de marcher, on appelait ça les centres de contact. Et donc je suis rentré à Reims, où j'ai créé le premier centre de relations externalisées d'Orange. On a créé en un an une entreprise de centre de relations clients pour Orange. On était en 2000, taux de croissance du marché 1000%, taux de satisfaction client 2%. Il y avait peut-être un moyen de redresser la satisfaction client et puis de maîtriser un peu plus la croissance. Et on a monté cette boîte de 700 CDI, 35 heures. Ça a été une expérience fabuleuse. Ça a été une expérience magique avec des gens extraordinaires avec qui j'ai travaillé. Et depuis, je n'ai jamais quitté ce métier de la relation client, considérant que si tout le monde connaît le plus vieux métier du monde, personne connaît le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde, c'est de rendre service aux gens. J'ai passé, Daniel, 40 ans de ma vie à essayer de trouver la définition des services clients. Et puis un jour, comme Eureka dans sa baignoire, comme Archimède dans sa baignoire, j'ai fait Eureka et je me suis dit, c'est quoi la définition des services clients? Et je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs l'année dernière, chez Saint-Exupéry dans Citadelle. Il dit, quand tu donnes, tu reçois plus que ce que tu donnes parce que tu n'étais rien et tu deviens. Parce que tu n'étais rien et tu deviens. Rendre service à des gens, c'est n'être rien et c'est devenir quelqu'un. Et je suis très fier d'avoir fait partie des gens qui ont aidé ce marché à se moderniser, à se dynamiser, à se renouveler, en n'oubliant jamais un seul objectif. On est tous les clients de quelqu'un, mais nous sommes tous des humains clients. Des humains clients. Donc, je n'ai jamais quitté la relation client, je ne quitterai jamais la relation client. Et c'est pour moi le plus beau métier du monde, rendre service aux gens. Et après Orange? Après Orange, grande chance, je suis rentré, un chasseur de tête est venu me chercher pour rentrer chez Canal+. Alors chez Canal, c'est assez extraordinaire parce que tu te poses la question tu poses pas la question de savoir pourquoi tu étais chez Canal, tu te dis pourquoi tu n'étais pas là avant. J'ai fait plein de choses formidables avec une équipe extraordinaire. On a digitalisé, on a assimilé nos amis de TPS, on a augmenté la durée de vie du portefeuille des clients dans la ligne Canal, on a diminué le churn de 5%. Et moi-même, grâce à tout ça et grâce à cette formidable équipe qui m'a entouré, j'ai été nommé patron de la relation client de l'année en 2019. Ça a été un grand moment de fierté et surtout de reconnaissance de mes équipes parce qu'il y avait quand même 5000 personnes, 1500 en interne, 3500 à l'extérieur. Et ce résultat-là, je le dois aux 4999 autres personnes, sachant que je me suis toujours défini comme un conseiller client de plus, en plus, de plus. Mais je me suis toujours fini, je faisais des écoutes, j'allais à la rencontre de mes clients, je pensais, je rêvais clients, je regardais pourquoi ils n'étaient pas content, j'analysais toutes les semaines les réclamations clients. Je crois que j'ai toujours été un conseiller client de plus et c'est une position et une situation qui m'a toujours parfaitement satisfait. Et qui t'a amené juste après Alors qui m'a amené après, par un grand hasard de l'histoire, à rejoindre une entreprise qu'on connaît bien et qu'on aime bien tous les deux. Donc il y a un chasseur de tête qui m'a demandé de devenir le directeur du développement des ressources humaines du Courrier de la Poste. Expérience formidable dans la patte humaine avec des gens merveilleux confrontés à des difficultés extraordinairement complexes parce qu'avec une équation, comment est-ce qu'on assume une baisse de 30% de chiffre d'affaires avec une garantie d'un emploi à vie? Donc, pour tous ceux qui veulent plancher sur une équation impossible, avec les phénomènes de co-construction, avec les phénomènes de l'humain au cœur des systèmes, avec les phénomènes de préservation de l'emploi, avec les phénomènes de digitalisation, avec les phénomènes de rénovation, de modernisation, avec deux atouts formidables qu'a la Poste, qui a toujours eu la Poste et qu'aura toujours la Poste, qui sont en gros les fondamentaux de la relation client, la confiance de leurs clients et la proximité. Avec ces choses-là, on peut construire n'importe quoi avec n'importe qui. Très bien. Si tu avais deux grands moments dans ta carrière? Je crois, mon expérience chez Canal, c'est une expérience de rêve,
D'abord parce que j'avais un CODIR absolument exceptionnel, 5 hommes, 5 femmes, tous payés pareil, des parts variables que je répartissais équitablement, une équipe extrêmement soudée, et on a réussi à monter un concept qui est très original, et j'encourage tous les managers à le faire. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire d'une somme d'individus un collectif qui soit plus fort. Et on a réussi à le faire chez Canal. Chacun a apporté sa sensibilité, son intelligence, sa compétence, son professionnalisme pour faire une espèce d'équipe qui a été un des grands moments de l'histoire de Canal+, et de la relation client en particulier. Et j'en veux que pour preuve aujourd'hui, c'est que 14 ans après, on a 2 fois par an un dîner des anciens de mon CODIR. J'ai 2 grandes fiertés. La première, ils sont toujours là. 14 ans après, il y a tout le monde. Donc voilà, toujours autour de leur vieux patron. Et la deuxième chose, c'est que sur ces 10 personnes qui sont autour de moi, il y en a 7 qui aujourd'hui sont patrons de relations clients. Et quelle plus belle fierté que d'avoir donné envie à des gens qui ont bossé avec toi de prendre ta place. Pas forcément chez Canal, mais chez Carglass, la BNP Paribas, ailleurs. Et je me dis, si j'ai réussi à transmettre quelque chose, c'est ce désir et cette envie de servir les autres, de servir le client, de donner, et en fin de compte, d'être plus que ce qu'on était avant. Alors, concernant la profession actuelle, sur l'expérience client, quel regard as-tu aujourd'hui ? Écoute, j'ai un regard toujours plein de bienveillance, plein d'intérêt. Je vois néanmoins quelques défis qui sont importants. Le premier défi, c'est celui de l'introduction massive de l'intelligence artificielle dans la relation client et dans la digitalisation des processus. Il faut faire attention à 2 phénomènes extrêmement importants. Pour optimiser la digitalisation des processus, il faut complètement changer de posture. Il faut passer d'une logique de silo à une logique de réseau, où l'information, la culture se diffuse très librement, très largement. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut passer d'une approche go digital à une posture bidigitale. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose de dire je vais aller vers quelque chose, et c'est pas la même chose de dire je suis cette chose vers laquelle je voulais aller. Donc il faut faire attention à ça. Et comment faire très attention à ça ? Faire très attention à ça. Je fais partie des gens qui revendiquent le fait que aujourd'hui, plus il y aura d'intelligence artificielle, plus il y aura besoin d'humains. C'est pas moins il y aura besoin d'humains, plus il y aura besoin d'humains. Simplement, chacun exécute des tâches qui sont différentes. Le chatbot à l'entrée des processus pour trier, informer, répartir, et l'humain pour pouvoir prendre l'émotion de son client, créer une relation de confiance, et tout le monde sait que la relation de confiance, ou la confiance exactement, c'est l'émotion de la collaboration. Ça veut dire je suis là pour toi, tu es là pour moi, et jamais une machine peut te donner confiance. Une machine te donne la vérité, mais une machine ne te donne pas la confiance. Seul l'humain crée les relations de la confiance. Et donc c'est pour moi important, je suis à contre-pied des idées en disant l'intelligence artificielle va chasser les hommes. Non, pas du tout. Plus il y aura l'intelligence artificielle, plus il y aura besoin d'humains. Donc ça, c'est une conviction que je partage déjà avec moi-même, ce qui est plutôt pas mal, mais aussi avec d'autres personnes, qui est encore mieux. Et la deuxième grande chose qu'il faut faire, c'est que si tu veux optimiser la digitalisation des processus, il faut complètement changer de posture managériale. Il faut complètement changer de posture managériale. Les postures d'avant, du genre on était dans la hiérarchie, maintenant on est dans le réseau, on était dans la planification, maintenant on est dans l'itération, on était dans le contrôle, maintenant on est dans le lâcher-prise. Toutes ces réflexions-là sur la modification des postures managériales, elles se sont amplifiées sous 2 phénomènes. Le premier phénomène, ça a été la Covid. On n'a pas vu nos collaborateurs pendant 18 mois, et 18 mois après, quand ils reviennent, il faut que le manager démontre sa valeur ajoutée, ce qui n'est pas une grande évidence, j'en conviens. Et la deuxième chose, c'est que la digitalisation a fait en sorte que l'humain s'est recentré sur le cœur de son métier. Et même si les 2 poumons sont nécessaires pour faire respirer le cœur reste quand même ce qui diffuse le sang dans l'organisme. Donc, ceci pour dire que je développe l'idée, je l'ai développée sur des plateaux, même celui de l'Agora, mais d'autres plateaux dans des conférences, que le manager de demain doit être un manager. Il doit ménager ses collaborateurs. Et il doit être en fait un absorbeur d'inquiétudes, prendre des inquiétudes des gens et diffuser de la confiance, rendre de la confiance. C'est très important. Les choses doivent se passer dans la confiance et dans la transparence. Ça reste les 2 fondamentaux du management de la relation client. Si tu fais différemment, tu vas dans le mur. Si tu fais différemment, les gens vont partir. Et je dis souvent, en rigolant, ou pas d'ailleurs,
La première grande leçon du management, c'est qu'il y a une chose qui ne se délègue jamais, c'est l'exemple. Ça ne se délègue jamais. Pourquoi? Mais pour une raison assez simple, c'est ce que moi j'appelle de l'altruisme rationnel. C'est le manager et le modèle comportemental du conseiller client. Et le conseiller client se comporte avec son client comme son manager se comporte avec lui. Si son manager passe son temps à l'emmerder, eh bien il emmerdera son client. Et inversement, si son manager est bienveillant, si son manager lui fait confiance, eh bien il aura une relation de bienveillance et de confiance avec son client. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. Et puisqu'on est entre nous et que j'ai envie de te dire ça dans cette émission, la règle d'or, donc, c'est celle-là. Après, il y a 2 règles d'argent qui sont relativement simples et tout aussi intéressantes, mais que je voudrais transmettre ici. La première, enfin la deuxième, ou la première règle d'argent, ou la deuxième des règles, c'est la suivante. C'est sous la forme d'une équation. Elle veut dire D divisé par 2 égale B au carré. Ça veut dire très simplement qu'une demi-décision égale le bordel au carré. Vous devez prendre des décisions. Et quelle que soit la décision que vous prenez, c'est la bonne parce que vous l'avez prise. C'est extrêmement important. Nous sommes dans un monde d'incertitude. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne décident pas, ce n'est pas ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, c'est parce que ceux qui décident de ceux qui ne décident pas. Les choses ne s'arrangeront pas. Et la deuxième règle d'argent que je voudrais vous livrer dans cette émission, c'est la suivante. Elle m'a toujours servi. Tout objectif flou conduit irrémédiablement à une connerie précise. Si vous ne prenez pas des bonnes décisions ou si elles ne sont pas comprises de la part des gens, vous allez dans le mur et par contre, vous entraînez tout le monde dans le mur. Donc, avant de prendre une décision, réfléchissez, prenez-la et faites qu'elle soit claire, cohérente, visionnaire et partagée par tous. Si vous appliquez ça, je vous assure, vous serez à ma place dans 2 ans, 3 ans et vous serez tout sourire et tout joyeux en vous disant « j'ai peut-être réussi une seule chose dans ma vie, c'est d'animer et de diriger des équipes qui ont eu envie de faire le job que j'ai fait. » Quel héritage souhaites-tu laisser aux nouvelles générations ? C'est vraiment une question importante et intelligente. J'ai mis au début, c'est une conviction que j'ai chevillée au corps depuis très longtemps. J'ai toujours pensé que nous ne sommes pas les héritiers de nos parents, mais seulement les locataires de nos enfants. Ce que nous devons faire doit servir. Mais doit servir pas à nous, puisqu'on passe, mais doit servir à nos enfants, à ceux qui arrivent. Quand je regarde aujourd'hui l'égoïsme avec lequel on traite les problèmes de rejet carbone, les problèmes climatiques, et qu'on y met d'autres priorités, il n'y a pas d'autre priorité que celle de l'avenir de nos enfants. D'abord parce que il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de solution B, il n'y a pas de planète B, on a la même planète, qu'est-ce qu'on va faire? Et la deuxième chose qui me paraît importante, on ne va quand même pas reprocher à nos pauvres gamins de ne pas avoir pris des décisions que nous avons été incapables de prendre au moment où nous devions les prendre. Donc arrêtons de nous considérer comme les héritiers de nos parents, mais considérons-nous comme les locataires de nos enfants. Eh bien le loyer qu'ils nous font payer n'est pas suffisant pour qu'on soit fier de ce qu'on est en train de faire. As-tu un regret professionnel ? Non, parce que je ne vis pas avec des regrets, parce que j'avais lu au jour dans un livre un truc sympa, c'est le jour où tes rêves prennent la place de tes regrets, c'est que tu es devenu un vieux con, quelque chose comme ça, c'est un peu l'idée. Donc non, je ne vis pas avec des regrets, je vis avec des choses que peut-être j'aurais aimé faire et je n'ai pas eu le temps de faire ou je n'ai pas fait parce que ce n'était pas ma priorité. Mais je ne suis jamais dans le regret. Je trouve que c'est un privilège de vieux. Je ne me considère pas encore vieux et ni encore moins comme ayant des privilèges. Très bien. On parle souvent d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Quelle est ta vision sur ce point aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, la vie privée est le plus important de tout. Et que si tu veux réussir ta vie professionnelle, il faut que tu aies une vie privée, équilibrée, épanouie, amoureuse. Je constate avec tristesse que les gens se comportent aujourd'hui de façon affective dans leur vie professionnelle et de façon professionnelle dans leur vie affective. Je trouve qu'ils confondent tout. On n'a pas épousé son entreprise, on n'est pas amoureux de son entreprise, on n'est pas amoureux de son travail, on est amoureux de la personne avec qui on vit, on est amoureux de ses enfants, on est amoureux des causes qu'on défend, mais on n'est pas amoureux de son entreprise. Donc je pense qu'il faut savoir remettre l'église au milieu du village et qu'on doit être professionnel dans un monde professionnel et affectif dans un monde affectif. Donc pour moi, qui reste un homme de l'affectivité, de l'affection, de l'émotion, de la tendresse, de la douceur,
Je crois que c'est très important d'avoir une vie privée épanouie. Et c'est parce que cette vie privée est épanouie que tu pourras donner le meilleur toi-même dans ta vie professionnelle. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Alors, quel est ton secret pour avoir toujours un enthousiasme permanent lors des différents échanges qu'on peut avoir ? En fait, j'ai 3 secrets. D'abord, il y a mes amis, les gens qui m'entourent, qui me nourrissent, dont tu fais partie. C'est vraiment important pour moi de vivre avec des gens avec qui je peux partager, échanger, pas être d'accord. Mais en tous les cas, toujours pouvoir dire ce que je pense et s'exprimer de telle façon qu'il n'y ait pas de lendemain pour attraper ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé. On dit parce qu'on a envie de dire et on dit parce qu'on pense que c'est important de le dire et qu'il n'y aura pas d'impact sur la relation amicale qu'on peut avoir avec les gens parce qu'elle est au-delà et au-dessus de ces divergences de pensée. La deuxième chose, c'est que j'ai la chance d'avoir dans ma vie, avec mon épouse, un enfant handicapé. Et quand tu as un enfant handicapé, tout te paraît facile. Comment veux-tu te plaindre par rapport à quelqu'un qui souffre tous les jours ? Comment veux-tu te projeter dans l'avenir par rapport à quelqu'un dont tu sais que le corps médical ne lui donne pas d'espérance de vie ? Ceci t'amène à te dire, le passé est passé, le futur je ne le connais pas, donc profitons et vivons l'aujourd'hui de sa présence. Donc je suis quelqu'un qui vit dans l'aujourd'hui de l'instant, dans l'aujourd'hui de ce moment, de cet entretien de vérité, d'authenticité, de sincérité, de fraternité. Je ne suis jamais dans le coup d'après, je suis toujours dans le coup qui est là. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est notre enfant handicapé qui a été une révolution de vie pour moi et qui m'a fait abandonner plein de priorités matérielles pour me recentrer sur des priorités plutôt spirituelles, plutôt intimes. Et la troisième chose qui est importante, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de ne vivre avec aucun regret. Je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret. Alors Thierry, tu es un homme avec des citations, avec une expérience importante. Est-ce qu'il y a une citation qui t'accompagne, ou en tout cas qui t'a accompagné toute ta vie ? Oui. En fait, j'adore la poésie. Je suis moi-même en train d'écrire un livre, pas de poésie, une fiction de correspondance imaginaire entre 3 personnes qui me passionnent dans ma vie parce qu'ils ont tous organisé la rupture, comme on dit aujourd'hui, la disruption. C'est John Maynard Keynes en économie avec la théorie générale de l'emploi de l'intérêt de la monnaie en 1936. C'est Picasso qui a inventé le cubisme, qui est une façon de voir le monde à travers des formes géométriques. Et puis, c'est Rimbaud en poésie qui, après une saison en enfer, est parti vendre des armes avec Monfred. Ça me fascine, ces gens-là. Et donc, ils échangent entre eux. Alors, ma citation, elle n'est pas du tout d'aucun de ces 3 hommes remarquables. Elle est d'un poète qui est mort pendant la Résistance, René Char, qui écrit dans Rougeur des matinaux une phrase qui a guidé ma vie parce qu'elle m'inspire, parce qu'elle transpire chez moi. Elle est la suivante. Il a dit dans Rougeur des matinaux: impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Et je pense que ça me définit bien. J'ai essayé d'imposer ma chance, j'ai aimé mon bonheur, j'ai imposé mes risques. Et je pense qu'à me regarder, à m'enregistrer, vous vous êtes habitué à la singularité de mon personnage et je vous en remercie du fond du cœur. Nous qui te remercions. Thierry, de manière plus quotidienne, le matin quand tu te lèves, qu'est-ce qui te motive pour la journée ? Tout ce que j'ai à faire dans la journée. Je me lève, je regarde comme tout le monde, mon téléphone et je me dis voilà, qu'est-ce que j'ai à faire ? Ça, telle rencontre et tout. Je savais que j'avais cet entretien avec toi qui me faisait plaisir. Même si je suis pas dans une grande forme de santé, je me suis dit non, c'est Daniel et puis je ne veux pas me plaindre vis-à-vis de lui avec tout ce qui lui est arrivé, le pauvre. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est tout ce que j'ai à faire dans la journée en me disant super, c'est une nouvelle journée. Je te disais tout à l'heure, avec mon fils handicapé, il nous a appris une grande chose que j'essaie de vivre moi-même, et c'est toujours imparfait, c'est que un des buts de la vie, c'est de ne pas ajouter des jours à la vie, c'est d'ajouter de la vie au jour, de la vie au jour. Voilà, vivre. Se dire que chaque instant est un moment merveilleux où tu vas faire plein de choses, tu vas faire des rencontres que tu connais pas, tu vas dire des choses à des gens qui vont t'écouter que peut-être tu ne connaîtras jamais, peut-être ça va résonner chez eux en se disant ce mec-là il dit pas forcément que des conneries. Voilà, c'est accepter ce qui t'arrive avec joie et bonheur. C'est ça qui fait que le matin, sous ma douche, il m'arrive de chantonner. Alors, je chante très mal. Il m'arrive En tous les cas, je fais partie des gens, et c'est ce que me signale mon épouse, qui se lève toujours du bon pied et de bonne humeur.
Alors c'est fatigant parce que j'ai toujours des histoires à raconter le matin, pour les gens qui sommeillent encore un peu. Mais par contre, c'est reposant dans la mesure où je suis content de me lever chaque matin parce que je sais que j'ai des choses nouvelles à faire. C'est la nouveauté qui me motive, c'est l'innovation qui m'enrichit et c'est tout ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Thierry, as-tu un coup de cœur? Un coup de cœur, c'est, oui, pour tous les enfants handicapés. J'ai une grande fierté dans ma vie qui m'a valu, et j'en remercie l'ensemble des partenaires sociaux français, d'avoir une distinction importante de la République française. J'ai créé un label de responsabilité sociale sur le marché du travail pour la profession de la relation client. Et l'un des critères était le rôle et la place du nombre d'handicapés que les entreprises prenaient. J'ai fait 2 choses dont je suis vraiment très fier, Daniel. La première chose, j'ai fait modifier en 2000, je crois que c'était 2007, une loi de rectification fiscale qui faisait que toutes les entreprises qui faisaient des travaux pour mettre des toilettes handicapées et des rampes handicapées étaient exonérées totalement du montant de leur investissement. Ça s'appelait, je ne sais pas quoi, l'arrêt chat-mouton, je ne sais pas quoi, dans une loi de finances rectificative. La deuxième chose, c'est qu'un grand groupe français qui souhaitait absolument avoir le label est venu me rencontrer en me disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour le label ?» Je ne sais pas, sur un coup de tête, je leur ai dit « Écoutez, c'est très simple, prenez 100 personnes à mobilité réduite dans vos centres de relations clients. Prenez 100 personnes. » Et à ma grande surprise, c'était un grand groupe, le directeur général m'a dit « Ok, banco. » Et je suis très fier parce que je me suis dit, si un jour mon fils trouve un job, c'est parce que son père a passé cet accord avec ces groupes-là. Et lorsqu'on m'a remis cette médaille, j'ai dit à Jean-Joseph, puisque c'est son prénom, tu sais, cette médaille, en fait, je te la donne parce qu'elle est à toi. Elle est à toi parce que j'avais tous les soirs devant les yeux ce pourquoi je ne pouvais jamais renoncer. Donc, je suis très fier d'avoir créé ce label qui a fait rentrer 100 personnes à mobilité réduite, parce que pour prendre le téléphone, il faut des bras, pas des jambes. Premier point, que les gens ont tendance à oublier, de façon, dans leur normalité intellectuelle, qui peuvent avoir des problèmes. Avec, au passage, je tiens à le dire quand même, pour ceux qui nous écoutent, un taux d'absentéisme divisé par 3 par rapport à l'ensemble des autres personnes, un taux de turnover égal à 0, malheureusement pour cause. Mais c'est une grande fierté pour moi d'avoir travaillé pour les générations futures. On ne peut pas avoir dit la phrase que j'ai dite sans avoir apporté la preuve de la réalité dans ma vie, de ce que ça représentait pour moi. Et la deuxième chose, quand j'étais chez Canal, j'ai nommé une personne en mobilité réduite, chef de plateau, ce qu'on appelle, patron de 60 personnes. Je n'ai jamais vu un homme qui manageait avec autant d'humanité, autant de douceur, autant d'autorité naturelle, 60 personnes. Et je peux te dire, jamais, Daniel, dans ses décisions, il était contesté. Il voyait les choses d'en haut, il prenait jamais les gens de haut. Et pour moi, c'était une leçon formidable. Je fais partie des gens qui revendiquent le droit à différence, je fais partie des gens qui valorisent la différence, je fais partie des gens qui pensent que la richesse de l'humanité, c'est sa différence. Et que c'est dans la pluralité des choses que se trouve la vérité, c'est pas dans la singularité. Avant de conclure cette émission, mon cher Thierry, on t'a fait signer un livre d'or, tu en as déjà parlé tout à l'heure, Déa, et ce livre d'or est, pour l'émission de Checkpoint, le message laissé pour l'avenir. Alors, est-ce que tu peux nous le commenter, enfin nous le redire et nous commenter pourquoi ce message pour l'avenir? Il essaie d'être cohérent avec ce que j'essayais de vous faire passer comme message. Donc, cette phrase, elle dit « Nous ne sommes pas les héritiers de nos parents, mais seulement les locataires de nos enfants. » Ça veut dire plein de choses. Mais déjà, la première chose, arrêtons de considérer qu'on hérite quelque chose de nos parents. Non, on n'hérite rien de personne. On doit léguer, transmettre. Or, aujourd'hui, ce que nous transmettons, c'est une planète qui prend des degrés de chauffage, enfin des degrés importants, qui rejette du carbone, etc. Ça n'est pas acceptable, ça n'est plus acceptable. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Imaginons ce que dans 20 ans diront nos enfants quand ils seront à nos postes de responsabilité, mais vraiment nos parents, c'était vraiment des moins que rien, ils ont été incapables de décider, etc. Ça, c'est le premier point. Donc je suis obsédé par les phénomènes de transmission des valeurs, de transmission des biens, de transmission des idées, de transmission de la planète.
La deuxième chose, arrêtons de philosopher, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, on n'a qu'une planète, donc c'est maintenant qu'il faut prendre ces décisions. Et quand je regarde les priorités de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, je suis peut-être d'une profonde tristesse par rapport à ça. J'ose espérer que le génie collectif de l'humanité va permettre de se ressaisir. Et puis, le dernier point, ça permet de partir en se disant mon capital, c'est mon intelligence c'est mon capital. Je n'ai que ça. Je ne transmettrai pas de biens, je n'ai pas de biens, je ne transmettrai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je transmettrai des idées, des valeurs, une philosophie de la vie, une envie de faire différemment et une volonté de dire aux gens, prenez des décisions en fonction de ce qui vous paraît juste, en fonction de ce qui vous paraît bien et en fonction de ce qui vous paraît être sain pour l'humanité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son appartenance d'origine, même ses idées politiques. Il est temps maintenant de prendre conscience du fait qu'il est urgent de changer massivement, rapidement et brutalement les choses. Un très grand merci, mon cher Thierry, de t'être prêté à cet exercice et d'avoir répondu avec autant de sincérité, de profondeur et finalement de simplicité C'est gentil, Daniel. À notre émission. Venant de ta part, ça me touche beaucoup parce que je pense que c'est la somme des gens bien qui font que peut-être les choses changeront de l'intérieur plus rapidement. En tous les cas, c'est ma conviction personnelle. Je ne suis pas un pessimiste, je ne suis pas non plus un optimiste. Encore que je dis en rigolant, les deux sont utiles à la société. L'optimiste invente l'avion et le pessimiste le parachute. Donc de toutes les façons, on a besoin des deux. Bon. De toute façon, on se reverra très, très prochainement dans différentes instances. Absolument, et déjà pour un grand gala. Bien sûr, pour un grand gala de la relation client. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie tous. En tout cas, je vous donne tous rendez-vous pour le prochain numéro de Checkpoint sur A-News Expérience Client. Merci, Daniel.